Bonjour et bienvenue au chapitre 12, le temporhythme du langage. Donc, notre professeur si haut mentionné fait maintenant le résumé de ce qu'est le temporhythme du mouvement. Et maintenant, il nous dit, nous allons maintenant appliquer les mêmes découvertes à la parole. Alors, pour créer le temporhythme de la parole, il ne suffit pas de diviser la durée en particules sonores. Il faut également posséder la pulsation qui anime la mesure du langage. C'est pas si simple à comprendre. Pour créer le temporhythme de la parole, il ne suffit pas de diviser la durée en particules sonores, mais il faut également posséder la pulsation qui anime la mesure du langage. La pulsation, ce qui vient, la vague intérieure, la pulsation qui vient donner une énergie à la parole. Tu sais, comme les adolescents typiques, la pulsation intérieure, elle n'est pas forte, la pulsation intérieure à ce moment-là. Veux-tu faire le ménage de ta chambre? La pulsation quasi morte. Il existe néanmoins un grand nombre de chanteurs qui ne sont pas de vrais artistes, mais simplement des gens qui chantent avec ou sans voix. Donc là, il parle de la pulsation intérieure des chanteurs. Il en résulte que leur manière de chanter n'a ni précision, ni discipline, ni organisation, ni fini. Alors, il dit la même chose peut arriver dans l'élocution, donc pour les acteurs. Prenons par exemple un acteur dans le genre de Vassia, on le connaît tous, dont l'élocution est gâtée par un rythme irrégulier. Il change de rythme non seulement d'un membre de phrase à l'autre, mais au milieu d'une simple locution. Souvent, il lui arrive de dire la moitié d'une phrase à un tempo très rapide et l'autre moitié à un tempo très lent. Donc, là, lui, il dit que c'est totalement désagréable et il dit à ses élèves une chose qui vous aidera, lire à haute voix, lentement, avec l'accompagnement d'un métronome. Mais vous devez prendre soin de soutenir la continuité fluide des mots à l'intérieur de mesures rythmiques. Donc moi, j'ai déjà demandé à un metteur en scène quand j'ai commencé mon travail de comédienne en sortant de l'université. Je lui avais demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour maintenir, améliorer, exercer mieux mon travail de comédienne. Il m'avait dit lire à haute voix, n'importe quoi qui vous tombe sous la main, lisez-le. Une salle d'attente, une revue, lisez dans la voiture, vous êtes le passager, lisez. Et puis, dernièrement, j'ai coaché un élève pour les auditions des écoles de théâtre, et puis je lui ai dit, il faut que tu lises. Il faut que tu lises, un, des livres, deux, lire à haute voix. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne lisent plus. Bon, pour la vie en général, chacun fait ce qu'il veut, mais si on veut être un comédien, il faut lire. D'abord et avant tout des romans, parce que quand on lit un roman, on est directement dans la construction d'un personnage, on devient le personnage quand on lit un roman, et puis lire à haute voix. Ensuite de ça, le plus de choses possibles qu'on peut lire. Donc, ça aide au travail du comédien. Donc, je continue avec notre cher professeur. La vélocité de l'élocution, la vitesse, doit être apprise. Elle commence par la maîtrise d'une élocution très lente, exagérément précise. Apprenez à aimer une accentuation claire et correcte, adaptée à la mémoire affective, adaptée aussi à la création de l'image du personnage. Donc, il faut adapter sa manière de parler en fonction du personnage. Je demande souvent mes coachings privés en ligne et je demande souvent aux gens de me raconter une anecdote. C'est pas tant pour passer du temps, là. C'est pour les entendre parler, saisir un peu l'énergie dans laquelle ils sont à ce moment-là et essayer de changer justement cette rythmique-là si elle est trop lente, si elle est trop stressée, quoi que ce soit. Et puis souvent, on demande en audition à un comédien de raconter une anecdote parce qu'on veut entendre justement ce rythme-là dans le temporhythme du langage. Quel est le temporhythme naturel du langage d'une personne? Donc, là, il met un autre petit métronome qui met en route pour indiquer le rythme de la parole. Torstov m'a demandé alors de parler sur l'accompagnement du métronome. Donc là, c'est l'élève qui parle. Et là, il se décourage. Il dit « Je ne peux pas continuer, j'ai aucun sens du tempo ni du rythme, dit-il en conclusion. Et il était au bord des larmes.
Ça arrive hein, à tous les comédiens de se sentir complètement dépassés et de ne pas savoir comment y arriver. Alors, les continue, il dit « Le reste de la leçon fut occupé par nos essais d'élocution accompagnés du battement du métronome, mais d'une façon beaucoup plus simple. Nous bavardions normalement en essayant de faire coïncider le plus souvent possible nos mots-clés avec le battement du métronome. » Donc, dans les pages qui précèdent, que je n'ai pas dites, c'est que le professeur a ajusté ces choses, il a parlé du fait que oui, c'était pas facile, qu'un comédien, ça passe par plusieurs étapes. Et de là, il explique encore la différence entre la prose et les vers. Les principales différences existant entre les vers et la prose résident dans le fait que leurs temporythmes sont différents. Leurs mesures influencent de manière différente nos sensations, nos mémoires et nos émotions. Alors, bien entendu, dire du Molière ou jouer du québécois, c'est pas du tout le même temporythme. On n'a pas de vers à respecter. Au cours de cet exercice simple, battement du temporythme suffisait pour stimuler votre mémoire affective, vos sentiments et votre vie intérieure. On n'en sort pas, on y revient toujours. Lui-même, il le répète plusieurs fois. Car même si nous le comprenons par la signification des mots, leur son nous affecte par leur seul temporythme. Je me souviens par exemple du soliloque de Corrado dans le mélodrame Famille de criminels, joué par Tommaso Salvini, encore Salvini. Ce soliloque décrivait un criminel s'évadant de prison. Alors ça se passait en italien. J'ignorais la langue, je n'avais aucune idée de ce qu'il racontait l'acteur, mais j'étais profondément concernée par les émotions précises qu'il vivait. En cela, j'étais aidée non seulement par les magnifiques intonations de Salvini, mais aussi par le temporythme de son élocution, remarquablement précis et expressif. Alors, on change de personnalité même quand on change de langue. Quelqu'un qui va parler anglais va être différente quand elle va parler en français, parce que le temporythme n'est pas le même. Hein? On a tous entendu des gens parler une autre langue, on va faire « Ouh, ça c'est pas doux » ou « Ah, mon Dieu, que cette langue est mélodieuse. Hein? » Donc, le temporythme, c'est physique. Alors là, il parle que même quand on parle pas, qu'il faut rester allumé, qu'il faut continuer à avoir ce temporythme. C'est comme une ampoule, c'est des micro-mouvements qui fait qu'on sent que là, oh, il y a quelque chose qui va sortir. Donc, là, il parle d'un texte en vers, il donne des exemples de ce texte-là. Alors là, le professeur, il dit, comme vous le voyez, un acteur doit apprendre à être rythmique, non seulement dans la parole, mais aussi dans le silence. Il doit assembler les mots et les pauses. Il ne doit pas les considérer comme des entités séparées. Donc, les pauses font partie du texte parce qu'elles continuent à être vivantes. Alors là, le professeur a fait une révision de ce que c'était le temporythme. Ensuite de ça, il continue avec sa révision et de dire, lorsqu'un acteur comprend spontanément avec justesse ce qu'il doit communiquer au public, donc comprendre ce qu'on a à dire, il trouve très vite le schéma plus ou moins rythmique de l'expression verbale ou physique. Ceci est dû au fait que les liens existants entre le rythme, le sentiment, la sensation sont étroits. Ben c'est oui, hein? On ne va pas dire j'ai gagné à la loto de la même manière que je dois 20 000 $ à l'impôt. Il n'y a pas le même rythme, la même énergie. Alors, le professeur a consacré le cours d'aujourd'hui à résumer les cours précédents. Bon, alors il est dans la révision et là de dire le temporythme, qu'il soit créé mécaniquement, intuitivement ou consciemment, agit réellement sur notre vie intérieure, sur nos sentiments, sur nos sensations intérieures. Donc, mécaniquement, intuitivement, bien, tu le sens, tu le dis comme ça, mécaniquement, tu as fait beaucoup de recherches, ça agit sur les émotions. On n'en sort pas. Le temporythme est l'auxiliaire le plus étroitement lié au sentiment. L'auxiliaire, là, comme la courroie de transmission, car il apparaît souvent comme le stimulus direct, immédiat, même parfois presque mécanique de la mémoire affective et par conséquent de nos sensations intérieures les plus profondes. Ça touche à l'âme, c'est relié. Il y a une interdépendance indissoluble, donc ça ne s'efface pas, une interaction, un lien entre le temporythme et le sentiment et inversement entre le sentiment et le temporythme.
Alors, il dit, nous possédons un moyen immédiat, direct, de stimuler chacune de nos forces motrices intérieures. Les mots, le texte, les pensées, en provoquant la réflexion, ont un effet direct sur notre esprit. Le super-objectif, les objectifs secondaires, la ligne continue de l'action, ont un effet direct sur notre volonté. Quant à nos sentiments, ils sont influencés directement par le temporhythme. Donc, tout ce qu'on a appris antérieurement, quand on met ça ensemble bout à bout, ça fait en sorte d'améliorer l'interprétation. Donc, voilà pour ce court chapitre. On se retrouve pour le chapitre 13, le charme scénique. À tout à l'heure.